Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, en ce fabuleux mercredi après-midi, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans la province de Québec, mais ici dans la région de Montréal, il fait très, très beau et très chaud. Donc, très content de ce côté-là. Donc, heureux de vous voir aujourd'hui en si grand nombre à notre webinaire. Très content de voir que le niveau de participation est quand même très élevé vu la pandémie de la COVID-19. Donc, mon nom est Francis, je suis partenaire SST chez SPI depuis maintenant bientôt 4 ans. Ça va être moi votre animateur pour le webinaire d'aujourd'hui. Très content aussi d'être animateur du webinaire. Ça va être une première pour moi aujourd'hui. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant du sujet, aujourd'hui, ça va être sur les échelles d'accès. Donc, je trouve que le sujet est quand même très intéressant. Dans mon passé, j'étais formateur en travaux en hauteur et souvent, les personnes me demandaient des questions. Tu sais, je peux-tu travailler dans une échelle? Comment est-ce que je fais pour savoir vraiment si cette échelle-là est bonne? Il y a des codes de couleurs dans les échelles. Moi, j'ai une échelle verte. C'est-tu correct pour moi? D'autres questions sur la réglementation. Fait que c'est toutes des choses qu'on va vous aider à démystifier aujourd'hui. Donc, quand même, un webinaire assez chargé en avant de nous autres. Donc, c'est ça. Donc, le webinaire, ça va porter sur les échelles d'accès. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi, qui qu'on est chez SPI? Bien, SPI, on est une firme pan-canadienne de santé et sécurité au travail. Puis notre objectif, notre mission chez SPI, c'est d'être votre partenaire pour tous vos défis, vos projets SST. Donc, on est autant une compagnie qui distribue des équipements de santé et sécurité, mais on offre également des services, donc ça, des services d'inspection, d'installation, de design, d'ingénierie pour des services de protection contre les chutes, des systèmes de protection contre les chutes, excusez-moi, ou même, tu sais, un département de services conseil pour de la formation, de l'expertise en milieu de travail, élaborer des procédures écrites, des programmes, des fiches de caractérisation d'espace clos, de cadenassage. On fait tout ça. En gros, c'est on veut vous offrir la solution 360 pour tous vos besoins, vos défis SST. Donc, en gros, c'est ça là, un peu le descriptif de c'est qui qu'on est, c'est quoi notre mission. Et sans plus tarder, je vais vous présenter les présentateurs d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, mon nom c'est Francis, je suis partenaire SST chez SPI depuis bientôt 4 ans. J'ai commencé comme formateur ici chez SPI en travaux en hauteur. Et maintenant, je m'occupe un peu plus de rôle de partenaires SST, donc soutien aux clients, nos clients externes, mes clients internes aussi, qui sont les représentants des ventes. Donc, toutes questions reliées à la santé et sécurité sur différentes thématiques, je peux vous aider et les aider aussi également avec ça. Et j'ai également avec moi une sommité. Je suis très content de l'avoir ici avec nous pour nous parler de ses produits, de son super entreprise Delta. Donc, comme j'ai dit, c'est une sommité dans le domaine des garde-corps. Donc, Pierre-Olivier, bienvenue au webinaire. Merci Francis. Merci pour la très belle introduction. Comme on le voit ici, je suis directeur des ventes et du marketing chez Delta Prévention. Je suis dans l'entreprise depuis 5 ans. Puis, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi, Francis, puis avec SPI pour vous parler de solutions pour les échelles. Il y a toutes sortes de besoins. Puis, on a des solutions qui sont assez intéressantes, des nouveautés dont on va vous parler aujourd'hui, qui je pense qui vont certainement vous intéresser. Excellent, good. Merci, PO. Donc, avant d'aller un peu plus loin, avant que tu nous parles un peu plus de Delta Prévention, donc de qui vous êtes comme entreprise, où c'est que vous êtes basé, qu'est-ce que vous faites exactement comme produit, comme service, je vais juste vous parler un peu de comment ça va fonctionner le webinaire. Le webinaire va être d'une durée de 60 minutes. Donc, il va y avoir environ 45 minutes, 50 minutes de contenu. Les questions, je vous demanderai de les garder pour la fin. On a quand même plusieurs diapositives qu'on aimerait vous présenter, du contenu qu'on aimerait vous présenter. Donc, on va les garder à la fin. Donc, n'hésitez pas, vous avez un onglet pour vos questions. Donc, vous pouvez les taper à n'importe quel moment. Nous autres, on va s'assurer d'y répondre d'ici la fin. S'il y a trop de questions, n'ayez pas peur. Si on n'a pas répondu aujourd'hui en live, excusez-moi de mon anglicisme, mais on va pouvoir vous revenir en courriel au courant de la semaine ou de la semaine prochaine avec une réponse à vos questions. Donc, il n'y en a pas une qu'on va laisser faire. On va toutes vous répondre. N'ayez aucune crainte de ce côté-là. Il va également avoir un sondage qu'on va vous transmettre à la fin du webinaire. Je dirais que c'est très, très important de le remplir. Pourquoi?
c'est qu'on vise toujours à s'améliorer, puis c'est vraiment avec vos commentaires qu'on est capable de faire ça. Donc, parlez-nous de votre expérience d'aujourd'hui. Comment vous avez apprécié ça? Y a-t-il des choses qui accrochaient un peu plus? Y a-t-il des choses que vous avez trouvées vraiment formidables? Donc, vraiment, videz votre cœur. Dites-nous tout ce que vous avez ressenti dans ce webinaire-là, puis ça va nous apprécier. Les commentaires, on les apprécie, puis ça va nous permettre de s'améliorer dans les services de webinaire qu'on vous offre. Et la dernière chose, il va également avoir un lien de rediffusion. Donc, si vous connaissez du monde qui voulait participer au webinaire puis qui n'ont pas eu la chance pour telle raison, bien, il va y avoir un lien qui va être disponible pour réécouter le webinaire ou même pour vous, s'il y avait certaines informations que vous n'avez peut-être pas trop bien compris, vous aimiez réécouter ou même présenter à des collègues, mais ça va être possible avec ce lien de rediffusion-là. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, PO, je te passe la POC. Donc, peux-tu nous expliquer un peu Delta Prévention, qui vous êtes, puis c'est quoi que vous faites dans votre entreprise? Ben oui, certainement. C'est drôle parce que j'écoutais ta présentation d'SPI, puis vous offrez une solution 360 pour les entreprises. Puis je me disais, c'est un peu différent pour nous. Nous, on est spécialisé dans une chose. Tout ce qu'on fait dans la journée, c'est parler de garde-corps autoportant pour les toitures. C'est ça qu'on fait tout le temps. On est manufacturier de systèmes de protection pour les toits plats, comme ce qu'on voit sur l'image. Puis notre produit fort, c'est le garde-corps autoportant ou sans perforation. Toute la journée, c'est ça qu'on fait. C'est pas un de nos produits dans un catalogue de produits. C'est ça qu'on fait 90% du temps. On a des accessoires qui vont avec ça, évidemment, mais le gros du temps qu'on passe en développement de produits, en production, évidemment, dans les projets qu'on réalise, c'est du garde-corps. On est vraiment spécialisé là-dedans. C'est notre pain et notre beurre, là, comme on dit souvent. Donc, fabricant québécois, on est basé à Brossard. On est super content d'être un produit local. Dans l'ère où on vit présentement, ben, ça nous fait plaisir d'aider les entreprises locales. Puis on le fait. On a été actifs pendant la pandémie au plus qu'on pouvait. Puis on a répondu à certains besoins. On est super content d'être là aujourd'hui pour vous parler dans cette période incertaine-là. Puis on a des belles solutions là, à vous présenter aujourd'hui pour la sécurité autour des échelles d'accès. Super intéressant, PO. Moi, je regarde l'image que je vois en ce moment. Puis ta base, les bases de tes garde-corps sont faites en quel matériel? Très bonne question, Francis. Les bases sont faites en caoutchouc recyclé. Les bases pèsent 50 livres chacune. Les tuyaux sont faits en aluminium. Donc, c'est des composantes qui sont conçues pour être durables. C'est des garde-corps permanents. Tous nos produits sont conçus pour être installés et laissés sur la toiture. Ce n'est pas fait pour protéger des employés de construction ou pour protéger pendant les travaux. C'est fait pour être laissé là comme équipement de protection contre les chutes permanent. Donc, on a choisi des matériaux qui sont durables aux éléments, protection contre la corrosion, puis protection pour votre bâtiment en même temps. Puis, je sais où tu t'en vas, Francis, avec ta prochaine question. Donc, tu me dis qu'il n'y a pas d'ancrage au toit, right? Non, donc, en effet, on lance souvent le terme autoportant comme ça rapidement parce qu'on pense que tout le monde comprend. Mais ce qu'on veut dire par ça, c'est qu'en effet, les garde-corps, tous nos produits sont sans perforation, s'installent sans perforation de la membrane du revêtement du toit. Les garde-corps, comme on voit sur la photo, tiennent sur des bases contrepoids, des bases pesantes. Puis l'agencement des bases, la quantité de poids, la quantité de poteaux, faire en sorte que le garde-corps rencontre les normes du code du bâtiment pour un garde-corps permanent, mais sans s'ancrer, sans perforer, sans risquer des infiltrations d'eau, sans risquer la garantie de votre membrane très coûteuse. Donc, c'est vraiment une belle solution, puis on est content de mettre ça de l'avant dans beaucoup de bâtiments québécois et canadiens. Puis une dernière question pour toi, PO. Je vois que c'est sur un toit plat, tes garde-corps en ce moment. Un toit qui a une petite pente, peux-tu quand même les installer, les garde-corps, ou c'est vraiment uniquement sur les toits qui sont plats? Ben, c'est principalement toit plat, là, légère pente, okay. L'écoutement d'eau, là, mais c'est vraiment conçu pour des toits plats. On a fait des projets en pente un peu plus abrupte, là, je dirais jusqu'à 10 degrés, mais ce n'était pas la configuration standard. Mais ça fonctionnait quand même. OK. Bon, super intéressant. Merci, PO. Donc, au programme aujourd'hui pour le webinaire, on va parler de certaines statistiques, donc certaines statistiques de chute en lien avec les échelles. On va regarder la réglementation, les normes applicables
à ceux-ci, donc autant pour les échelles fixes que les échelles mobiles. Donc, oui, on va parler beaucoup d'échelles fixes dans le webinaire, mais souvent, ça arrive parfois que certains immeubles ou certains entrepreneurs n'ont pas accès à une échelle fixe pour accéder à un certain point. Donc, ils vont utiliser des équipements plus mobiles. Donc, on va regarder également les différentes classes d'échelles. Les procédures d'inspection, donc oui, c'est super important d'inspecter les échelles et les escabeaux avant de les utiliser. Donc, c'est pas juste pour je sais qu'on est très axé sur l'inspection des équipements de protection individuelle. Donc, l'inspection de mon harnais avant d'utiliser, de ma longe, de mes équipements avant de rentrer en espace clos. Mais souvent, on oublie d'inspecter nos échelles et escabeaux, mais c'est super important de le faire. On va regarder les critères à respecter lors de l'installation et de l'utilisation de ceux-ci. Comment les transporter, faire la manutention des échelles escabeaux aussi également. Et comme je l'ai dit, à la fin, il va y avoir une période de questions, 5 à 10 minutes de questions. On va regarder c'est quoi que vous nous avez posé. Puis comme j'ai dit, si on n'a pas eu le temps de tout répondre, bien, on va s'assurer de vous répondre par courriel par la suite. Donc, on va aller de l'avant avec les quelques données. Donc, selon des récentes études, il y a environ plus ou moins 147 chutes à partir d'échelles ou d'escabeaux qui sont enregistrées à chaque année, donc qui a causé blessures. Et 20 de ces chutes-là entraînent des incapacités permanentes. Je ne sais pas si ça comment je peux dire, pas vous choque, mais ça vous impressionne, cette statistique-là, mais moi, énormément. C'est quand même un gros pourcentage, c'est 1 sur 5 qui amènent des incapacités permanentes. C'est quand même des blessures quand même assez graves qui ne sont pas à négliger. Donc, super important à prendre en considération. Et c'est également la deuxième cause de chute grave dans le cadre du travail. La première cause, c'est les chutes de plein pied. La deuxième cause de chute les plus graves, c'est des chutes d'échelles et d'escabeaux. Donc, c'est quand même des statistiques assez alarmantes et importantes. Donc, c'est très important à prendre en considération. Puis vraiment, ça nous amène à réfléchir, de se dire qu'il faut vraiment qu'on se protège quand on travaille dans ce type d'équipement-là. Des fois, c'est anodin, mais c'est vraiment très important de prendre les précautions nécessaires quand on utilise ces outils de travail. Par la suite, réglementation et normes. Donc, tout dépendamment, c'est dans quel secteur d'activité vous retrouvez. J'imagine que la majorité de nos écouteurs en ce moment proviennent de la province du Québec. On va suivre des règlements, donc soit le règlement sur la santé et sécurité au travail, le RSST, ou le CSTC, qui est le Code de sécurité des travaux de construction. C'est pas mal ces deux règlements-là qui vont faire la régie de ce qui est acceptable et non lorsqu'on utilise une échelle, les bonnes pratiques à prendre en considération. Et ces deux règlements-là sont pas mal basés sur une norme canadienne, la CSA Z11. Donc, pour ceux que ça intéresse, cette norme-là porte uniquement sur les échelles et escabeaux. Donc, tout ce qu'on retrouve comme bonne pratique d'industrie, bonne pratique de méthode de travail se retrouve dans cette norme-là. Donc, une norme quand même très intéressante, très importante à avoir. C'est également dans cette norme-là qu'on parle des différentes classes d'échelles. Donc, comme que je vous ai dit tantôt, tout dépendamment dans quel type tout dépendamment de quel type de travail qu'on fait, dans quel secteur d'activité qu'on est, il faut utiliser une certaine classe d'échelle. Donc, on voit d'échelle d'escabeau. Donc, on voit que la classe 1, c'est pour des bâtiments et industries. Donc, on a besoin d'une résistance à la charge qui est forte. Classe 2 pour des commerces et usages agricoles, besoin d'une résistance à la charge moyenne, ou même classe 3 qui est faite pour un usage domestique. Donc, on a besoin d'une résistance à la charge qui est faible. J'ai fait des recherches également de mon côté avec différents manufacturiers. On voit aussi qu'il y a une certaine catégorisation chez les manufacturiers. Souvent, ils vont classer ça en poids limite pour l'échelle et escabeau. Donc, on peut voir que puis souvent, ça va être classé en code couleur aussi également. Donc, on voit ici, dans les recherches que j'ai faites, que pour une capacité maximale de 200 livres, souvent, on va voir que l'échelle va être en rouge. Pour 225 livres, elle va être en verte. 250 livres de charge maximale, elle va être en bleu. 300 livres en orange et 375 livres en gris. Donc, ça peut aider aussi le code de couleur à vraiment faire à distinguer c'est quel type d'échelle est capable d'avoir telle capacité. Aussi dans la RSST, un article très important qui n'est pas nécessairement relié directement aux échelles, mais qui est relié indirectement avec, c'est le port du harnais de sécurité qui est obligatoire pour les travaux, le travailleur exposé à une chute de plus de 3 mètres. Donc, on me demandait souvent dans le passé, Francis, j'ai-tu besoin de mettre un harnais quand je suis dans une échelle? Première chose que je leur disais, c'est pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'avoir un harnais dans une échelle? Une échelle, c'est supposé être utilisé comme moyen d'accès.
uniquement. C'est permis de faire certains travaux, certains types de travaux à l'intérieur d'une échelle, mais il faut vraiment que ce soit des travaux de courte durée. Qu'est-ce qui est important de prendre en considération, c'est que dans une échelle, il faut toujours avoir 3 points de contact. Donc, les tâches qu'on peut faire dans une échelle qui nous permet d'avoir 3 points de contact sont très minimes. Si ça arrive qu'il faut que j'utilise mes 2 mains, bien là, on sera obligé de mettre un harnais puis d'utiliser un ancrage qui est certifié, qui a une certaine capacité. Donc, selon la RSSI, une capacité de 4000 livres. Dans ces situations-là, je vais devoir utiliser ces équipements-là pour me protéger. Donc, oui, je peux travailler dans une échelle pour des travaux de très courte durée, mais il faut toujours garder mes 3 points d'appui. Puis si ce n'est pas possible, ben c'est très important, il faut que je porte un harnais puis je me sécurise sur un ancrage. Ici, je vais vous présenter les différents types d'échelles et escabeaux. Donc, il y a une grande variété qui s'offre à vous, tout dépendamment de c'est quel type de travail que vous voulez effectuer. Donc, il y a les escabeaux, il y a les escabeaux à plateforme, les échelles articulées ou transformables, les échelles simples, les échelles coulissantes, les échelles fixes. Comme j'ai dit, c'est vraiment, ça dépend quel type de travaux vous avez besoin d'effectuer. Vous avez tous ces types d'échelles-là qui sont à votre disposition, qui sont toutes reconnues sous la CSA Z11 que je vous ai parlé tantôt. Il y a également ce type d'échelle-là, d'escabeau échelle qu'on voit dans certains lieux de travail. C'est important de savoir que celle-là, elle n'est pas réglementée, elle n'est pas dans la CSA, mais si vous avez ce type d'équipement-là sur votre lieu de travail, c'est la norme ANSI, donc la norme américaine A14.7 qui va parler de ce type d'équipement-là. Donc, si vous avez des questions en lien avec ces équipements, bien, il faut se référer à la norme ANSI et non la norme CSA. Donc, ça, c'est pour les différents types d'échelles. Maintenant, on va passer aux échelles qui sont, on avait vu les échelles mobiles, c'est plus les échelles fixes. Donc, qu'est-ce que la réglementation nous dit sur les échelles qui sont fixes? Le point 1, ça, PO, je ne vais pas trop en parler parce que je pense que tu vas en parler plus tard dans tes slides. Mais c'est important qu'il y ait un garde-corps qui entoure l'ouverture du plancher d'une échelle fixe puis qu'il y a une barrière amovible donnant accès à l'échelle. Donc, comme j'ai dit, je ne vais pas voler les points de PO. Donc, je vais me limiter à ça au point 1. Le point 2, il faut que l'échelle fixe soit pourvue d'un dispositif anti-chute et conforme à la norme de dispositif anti-chute corde d'assurance verticale CSA Z259.2.5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un câble de vie verticale doit être dans l'échelle s'il y a un risque de chute de plus de 6 mètres. Donc, c'est quand même assez récent, ça, comme changement dans la réglementation. C'est très important de le prendre en considération. Donc, pour ceux qui ont des échelles fixes, qui ont sur leur lieu de travail, ce serait important d'avoir un dispositif anti-chute, un câble, une ligne de vie à l'intérieur de cette échelle-là pour protéger les travailleurs contre les dangers de chute si l'échelle fait plus de 6 mètres. Et au point 3, il est interdit à un employé de transporter des outils ou des matériaux lorsqu'il se déplace dans une échelle fixe. Donc, on voit souvent ça, quelqu'un qui monte avec un marteau, une drill dans une main, il n'y a pas 3 points de contact en montant. Tout ça, pas correct. Qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut toujours avoir 3 points de contact quand on monte et quand on descend de l'échelle. Si je n'ai pas une ceinture pour accrocher mes outils, je me déplace en haut au palier où c'est que je veux travailler et j'amène mes outils par la suite avec un système à poulie ou un système de cordage, peu importe. Qu'est-ce qui est important à retenir, comme j'ai dit, c'est le 3 points de contact. Fait que ça, c'est la réglementation pour les échelles fixes. Les bonnes techniques de travail pour les échelles fixes, c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est super important d'inspecter autant les échelles mobiles que les échelles fixes. Donc, regardez les montants, les échelons, sont-ils affaiblis? On va utiliser en termes québécois, c'est-tu slack? Y a-t-il des choses qui sont slack sur l'échelle? Fait que vraiment, regardez ça, regardez s'il y a des parties qui sont usées, endommagées, corrodées. L'échelle est-tu même déformée due à un impact? C'est toutes des choses qu'il faut vérifier. Et pour les échelles fixes, ben, il faut regarder, l'échelle est boulonnée dans une structure. Puis, est-ce que mes boulons, ils ressortent? Mes boulons sont en bon état? La structure dans laquelle l'échelle est accrochée, est-tu en bon état? Des fois, on voit que l'échelle fixe est boulonnée dans du béton, mais à travers les années, est-ce que le béton a commencé à s'effriter? Si oui, ben, les points d'ancrage de l'échelle peuvent commencer à être affaiblis. Donc, c'est des choses à inspecter avant de l'utiliser. Et comme bonne pratique, ça serait très important aussi qu'il y ait un inspecteur compétent ou même un ingénieur qui porte un certain regard sur vos échelles fixes pour voir s'ils sont encore en bon état. Donc, ça, c'est une très bonne pratique que plusieurs clients
qui décident de mettre cette bonne pratique-là. Donc, à chaque année, qu'il y a une inspection avec un rapport des échelles fixes pour voir l'état de leurs équipements. Donc, ça, c'est les bonnes techniques de travail pour les échelles fixes. Donc, première question interactive pour vous aujourd'hui. Première question que je vous pose, c'est avez-vous des échelles fixes non protégées sur vos bâtiments? Donc, vous allez avoir plusieurs choix de réponse. Donc, le premier choix de réponse, c'est oui, et leur sortie est protégée. B, oui, et elles n'ont aucune protection. Et C, non, je n'ai pas d'échelle. Donc, je vous laisse un petit 30 secondes pour répondre à cette question-là. Excellent. Un autre petit 5-10 secondes. J'attends juste de voir les résultats sur mon écran parce que je ne les vois pas à l'instant. Donc, je vais attendre un autre petit 5 secondes. Sinon, on va continuer avec le webinaire et je vais pouvoir... Moi, Francis, je les vois. Tu les vois? Bon, mais je ne sais pas si tu veux les communiquer. Moi, je ne les vois pas, PO. Fait que je te lance la POC. Puis, tu sais, je ne vous mentirai pas que je suis un peu surpris. Donc, oui, et leur sortie est protégée, 29 OK? OK. Oui, elles n'ont aucune protection, 20 Fait que, quand même, dans les mêmes eaux. Puis, 50 je n'ai pas d'échelle. Donc, ça m'indique qu'il y a un 50 des gens qui disent qu'ils n'ont pas d'échelle, peut-être qu'ils ont une autre méthode pour monter sur le toit, qui est peut-être qui vient de l'intérieur, comme par exemple une trappe d'accès ou potentiellement des escaliers qui ne seraient pas vraiment une échelle. Donc, c'est logique, mais ça explique certaines choses, puis c'est sûr qu'on pourrait discuter plus amplement de toutes ces méthodes-là. Mais échelles qui n'ont pas de protection, 20 ben, c'est super. Ça veut dire que des gens qui vont suivre le webinaire vont certainement pouvoir comprendre pourquoi ils devraient en mettre, puis même peut-être trouver des solutions aujourd'hui pour commencer un projet. Exactement, exactement. Bon, ben, c'est parfait. Merci beaucoup tout le monde à vous avoir prêté au jeu. On va continuer maintenant, PO, avec ta section, donc les solutions pour échelle fixe. Est-ce que tu peux nous parler un peu des solutions que Delta nous offre pour justement protéger l'accès aux échelles fixes? Oui, ben oui, certainement. Merci, Francis, pour tu as bien mis la table là-dessus. Donc, en effet, la RSST, comme tu l'as mentionné, stipule que les sorties d'échelle doivent être protégées d'un garde-corps de chaque côté. Puis, dans le fond, pour pouvoir répondre à ça, puis vous faciliter la vie aux entreprises, on a développé différentes solutions, différents kits qui permettent de régler ce problème-là souvent, très rapidement. Quand on fait des interventions ou quand on regarde des projets globaux, on va sur des bâtiments, c'est presque toujours un point de départ. Non seulement parce qu'on utilise littéralement l'échelle pour monter sur le toit pour faire effectuer le rapport de risque, mais parce que l'échelle, on la voit de l'extérieur, puis c'est très visible et c'est très utilisé comme méthode pour monter sur le toit. Donc, les échelles puis la protection d'échelle, c'est quand même assez crucial. Donc, si tu passes à la prochaine slide, Francis. Oui. Donc, dans le fond, on utilise nos garde-corps traditionnels, sans perforation, comme j'ai dit au début, pour faire des ensembles simples pour protéger les échelles. Donc, le premier qu'on voit là, c'est notre garde-corps. C'est un kit pour échelle bâti autour de notre garde-corps classique, le modèle VSS classique. On a deux modèles. Dans la prochaine slide, on va voir l'autre configuration. Donc, celui-là, bon, dans l'image qu'on voit là, ça donne une protection de 10 pieds de chaque côté. On l'a fait récemment en 6 pieds de chaque côté, puis ça rencontre nos normes aussi. Toujours, comme j'ai dit au début du webinaire, ça, c'est des garde-corps qui sont sans perforation. Donc, ce que vous voyez au sol, c'est les bases contre poids. La quantité de base, la disposition, tout ça, c'est prévu d'avance. Vous n'avez pas besoin de figurer ça. Puis, la disposition vous donne la garantie que ce garde-corps-là va respecter les normes. Ce qui est intéressant du modèle classique comme ça, c'est qu'il s'installe un peu en deux façons.
L'image du haut vous montre le garde-corps installé de façon parallèle au rebord, ce qui est le plus commun, je dirais. Puis l'image du bas, c'est exactement le même garde-corps, les mêmes composantes, si on veut, mais installé de façon perpendiculaire. Donc, l'objectif de cela, c'est bien intéressant, c'est d'attirer ou de mener plutôt les gens vers l'intérieur de la toiture, plus loin là, du risque de chute. Le risque de chute, c'est quand on se tient près du rebord. Idée générale, là, en dedans de 2 mètres ou 6 pieds et demi du rebord, il y a un risque. Là. Donc, avec un garde-corps installé de cette façon-là, on va guider les gens à la sortie de l'échelle, on va les guider vers l'intérieur de la toiture, puis installé de cette façon-là, c'est aussi la meilleure configuration pour démarrer un périmètre de ligne d'avertissement. Là, la ligne d'avertissement est juste représentée par des lignes jaunes. Ce n'est pas le but du webinaire. Ça me ferait plaisir d'en faire un autre avec SPI pour parler juste de ça parce que c'est très, très populaire. Je vous dirais, là, cette année, puis même en 2019, la ligne d'avertissement, c'est juste un périmètre visuel de sécurité, si on veut, qui va délimiter le contour du bâtiment, mais qui s'installe à 2 mètres minimum. Donc, ce n'est pas un garde-corps, c'est un périmètre visuel qui a quand même des normes. La RSST est assez stricte sur les normes d'une ligne d'avertissement. Mais puis, une des caractéristiques, c'est qu'elle doit être installée à 2 mètres. Donc, installer le garde-corps classique de façon perpendiculaire va être parfait pour démarrer la ligne d'avertissement. On va simplement la connecter aux embouts du garde-corps. Donc, si on passe à l'autre slide. Ben, avant d'aller à l'autre slide, PO, je trouve ça super intéressant, les lignes d'avertissement, parce que je sais que dans le RSST, il y a l'article qui dit que quand on est à plus de 2 mètres du rebord d'un danger d'une chute, ben, on n'a pas besoin de. On n'est pas considéré dans la zone à risque, mais quand on se rapproche à moins de 2 mètres du danger de chute, ben là, il faut commencer à prendre des mesures pour se protéger. Fait que là, je trouve que ça enlève toute l'ambiguïté. Quand on a ça sur la toiture, ben, il n'y a pas de ben, je pense que je suis correct ou je pense que je ne suis pas correct. C'est vraiment à l'intérieur de ça, tu es correct, puis à l'extérieur, tu n'es pas correct. Fait que ça enlève toute ambiguïté. Puis dans les programmes de protection contre les chutes, ça l'aide à contrôler un peu qu'est-ce que les travailleurs font, puis les sous-traitants aussi. Si on le voit à l'autre bord de la ligne, on peut tout de suite dire hey, tu es à l'autre bord de la ligne, tu as besoin de mettre ton harnais, tu as besoin de t'attacher, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. C'est plus clair, tu sais. Fait que je pense que c'est formidable, ça, les lignes d'avertissement. Oui, peut-être pour ajouter sur ton point, c'est bon, on divague, on sort un peu là, de notre sujet, mais c'est super important ce que tu as dit. Malheureusement, la RSST mentionne pas de distance sécuritaire. Puis, c'est un point important là, pour les auditeurs. Là. La RSST ne mentionne pas de distance sécuritaire. La RSST dit un travailleur exposé à un risque de chute de 3 mètres 10 pieds doit être protégé par quelque chose. Ligne de vie, point d'ancrage, garde-corps. La RSST ne dit pas si un travailleur est à 13 pieds, il est en sécurité. Ne dit pas ça. Le 2 mètres 6 pieds que tu mentionnes, c'est où est-ce qu'on peut installer de la ligne d'avertissement. La ligne d'avertissement, elle peut être installée à 10 pieds ou 2 mètres minimum, si on veut. Là. Elle ne peut pas être installée plus proche, ou plutôt maximum. Elle ne peut pas être installée plus proche. Donc, moi, je le vois plutôt comme 2 outils. On a 2 outils à notre disposition. Si on a un risque de chute qui est à moins de 6 pieds et demi ou 2 mètres du rebord, là, on va utiliser du garde-corps pour le protéger. Mais si notre risque de chute, ou plutôt la raison d'aller sur le toit, que ce soit une unité mécanique, que ce soit une cheminée quelconque, propre à votre processus, si cette unité-là est plus loin que 2 mètres, il faut quand même la protéger. Là. Sauf qu'on peut maintenant utiliser la ligne d'avertissement. Donc, c'est 2 outils qu'on va utiliser selon le cas, selon la distance que notre travailleur va se retrouver du rebord, du risque de chute. Mais il faut toujours protéger. Là, je suis conscient qu'il y a quand même une zone grise, puis c'est exactement le discours que j'ai presque tous les jours avec des gens au téléphone. OK, mon unité mécanique est à 100 pieds du bord. Bon, là, écoutez, 100 pieds du bord, on pourrait s'entendre pour dire que l'employé n'est pas en risque de chute de 3 mètres parce qu'il est à 100 pieds du rebord du toit. Sauf que 13 pieds du bord, moi, je pense que c'est un risque. 15 pieds, je pense que c'est un risque aussi. L'hiver, on voit moins les distances. Quelqu'un prend un appel, on marche un peu, tout d'un coup, on se retrouve à très, très proche. Donc, peut-être une nuance, la ligne d'avertissement versus garde-corps, mais c'est bien, bien intéressant comme point que tu as emmené, Francis. Je suis content qu'on en ait parlé. Good, parfait. Merci pour les explications, PO. Fait que ta prochaine slide. Oui, c'est ça. Dans le fond, encore là, c'est notre système classique. Ici, on a protégé une situation vraiment typique, une échelle en coin
toujours un peu délicat parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Surtout en autoportant, là, ça prend toujours quand même un espace pour mettre les bases, mais on a une configuration qui est certifiée, qui fonctionne 100% avec les normes. Puis, dans le fond, ce qu'on va chercher, c'est que les deux garde-corps sont connectés entre eux, puis ils vont partager la charge l'une de l'autre pour faire en sorte qu'ils rencontrent le code du bâtiment, malgré là, cette configuration-là qui est un peu délicate. Mais c'est très, très fréquent comme situation. Puis ensuite de ça, c'est notre autre configuration de garde-corps. C'est le compact, le VSS compact. Lui, s'installe toujours parallèle au rebord. Il y a peut-être un peu moins d'encombrement au sol, mais il y a quand même les retours qui sont obligatoires. Les retours pleine hauteur, c'est les deux petites sections qui sont à chaque extrémité du garde-corps, qui reviennent dans l'intérieur. Eux sont obligatoires. Puis, c'est une configuration qui est bonne aussi pour démarrer un périmètre de ligne d'avertissement. Donc, si on regarde les prochaines slides, on a des photos de tout ça. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est intéressant. Tu l'avais mentionné au début, Francis, que c'est dans la norme qu'il faut qu'il y ait une barrière qui ferme l'accès. Donc, on offre en option sur tous ces systèmes-là une barrière à fermeture automatique en aluminium. C'est notre conception. On la fabrique au Québec. Celle que vous voyez là sur la photo, c'est une 24 à 36 pouces. Donc, elle est ajustable, elle s'étire pour pouvoir couvrir un espace de 24 à 36. Puis, elle s'installe sur des barreaux ou des garde-corps ronds ou carrés. Ça veut dire que ça pourrait être installé sur un garde-corps qui est sur une mezzanine à l'intérieur, par exemple, même si c'est un tuyau carré, c'est jusqu'à 2 pouces de diamètre. Super intéressant, PO. Moi, je suis super content. Tu sais, juste avant que tu le dises, c'est ça que je m'en allais te demander. Tu sais, là, je la voyais qui était ronde, mais je comment si il faut une fermeture carrée, si tu le faisais, puis tu as répondu, t'as répondu à ma question. Fait que super. Merci beaucoup, PO, pour cette explication de la porte là. C'est ça. Puis là, dans le fond, ce qu'on voit rapidement, c'est les deux installations type. Là, à gauche, c'est une installation d'un garde-corps pour échelle d'accès classique, une petite section de 10 pieds, puis on voit qu'il y en a une autre à droite là, qui se continue à l'extérieur de la photo. Puis, sur l'image de droite, c'est intéressant, c'est à gauche, c'est une section classique qui termine. Puis, le garde-corps de droite, c'est une section compacte qui commence là. Puis, on a une porte à fermeture automatique entre les deux. Donc, c'est un peu un espèce de mix des deux systèmes pour rencontrer là, les spécificités de chaque bâtiment ou de chaque toit. Donc, ça, on peut le regarder ensemble. Les deux systèmes rencontrent les codes du bâtiment de la même façon. Donc, on va le décider à chaque fois pour s'adapter à la situation. Good, merci PO pour les explications sur tes produits. Maintenant, je vais plus sauter dans avant l'utilisation des échelles et escabeaux, comment est-ce qu'on doit les inspecter? Donc, c'est quoi qu'on devrait inspecter? Il y a les rivets qu'il faut inspecter, les écrous, les joints, les boulons sont bien serrés. Donc, c'est tous des points qui sont super importants à regarder avant d'utiliser ces équipements-là. On regarde les pieds, les marches, les échelons aussi, même les patins antidérapants, sont-ils en bon état? Est-ce que toutes ces pièces-là sont présentes? L'équipement et ses montants sont-ils propres, sans arrêt vivre, exempt de boue, neige, d'huile ou autres matériaux ou matériel glissant? Fait que super important. On est tous en santé-sécurité, directement ou indirectement. Puis la base de la santé-sécurité, comme que je dis toujours, c'est toujours l'analyse de risque. Fait qu'avant d'utiliser mon échelle, je devrais en faire une analyse de risque dans ma tête, puis dire, bon, mais où c'est que je vais la poser, mon échelle, mon équipement, mon escabeau? C'est-tu une place sécuritaire? S'il y a de la neige, c'est quoi les risques qui ont un lien avec la neige? Puis mon escabeau, j'ai des risques de glisser. Donc, c'est vraiment d'évaluer les risques et de la positionner dans un endroit qui est propice à faire un travail en toute sécurité. Par la suite, c'est sûr que s'il y a une défectuosité dans l'échelle, c'est de la retirer du service. Pour certaines petites réparations mineures, on a le droit, le travailleur a le droit de faire certaines réparations sur l'échelle, mais il doit avoir suivi préalablement une petite formation, une formation du manufacturier de l'échelle pour pouvoir réparer lui-même les échelles. Sinon, si c'est une défectuosité majeure, c'est sûr que dans cette situation-là, c'est de la retourner au manufacturier pour qu'il puisse effectuer les réparations puis qu'on s'assure de la qualité du produit par la suite. Donc, les principes de sécurité,
Il y en a plusieurs quand on parle d'échelles et d'escabeaux. Donc, le premier, j'en ai un peu parlé tantôt, c'est qu'en milieu de travail, les échelles portatives, ils doivent toutes être approuvés par la CSA Z1011. Donc, sur l'étiquette de l'équipement, vous devriez voir le sceau de la CSA. C'est super important pour tous les équipements d'échelle et escabeaux que vous utilisez en milieu de travail, parce que s'il n'y a pas le sceau CSA, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. OK? Fait que ça, c'est le premier point. Tantôt, moi et Théo, on avait un petit échange sur des travaux qu'on faisait à la maison, chacun de notre bord, puis il me parlait qu'il faisait des travaux dans une échelle, un escabeau. Donc, si j'utilise l'exemple de Pierre-Olivier qui est à la maison, bien, lui, il n'a pas besoin nécessairement d'avoir une échelle qui est CSA parce qu'il n'est pas au travail. Donc, si vous n'avez pas le saut CSA sur vos échelles à la maison, dans cette situation-là, c'est correct, mais quand on est en milieu de travail, il faut absolument que ce soit CSA Z1011 puis qu'on voit le saut CSA sur l'équipement. Premier point, super important. Le deuxième point, il faut choisir l'équipement et les accessoires en fonction des travaux à effectuer. Donc, comme que je vous ai dit, il faut évaluer la tâche avant de la faire. Donc, si j'ai besoin d'une échelle pour accéder à un palier supérieur, bien, il faut que je m'assure que l'échelle est de bonne longueur. Il faut que je m'assure que l'équipement est vraiment propice à la tâche que je dois effectuer et vraiment que l'équipement est propice pour ma sécurité aussi également. Donc, vraiment d'évaluer la tâche à faire, les risques et s'assurer qu'on a les bons équipements avant d'effectuer les travaux. Super important. Le troisième point, le point éloigné de l'échelle portative ou de l'escabeau. Donc, il faut s'assurer d'avoir une bonne base, puis il faut s'assurer qu'on ne s'éloigne pas trop des montants verticaux de l'échelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que mes deux épaules restent à l'intérieur de l'échelle. Je ne dois pas m'éloigner, m'étirer. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est que ça peut créer l'échelle à basculer et m'amener à chuter de mon équipement. Donc, c'est vraiment important de rester centré avec notre équipement. Le quatrième point, ne pas se tenir debout ni s'asseoir. Donc, on parle souvent dans une échelle, les deux derniers échelons, de ne pas monter dessus et l'escabeau aussi. La dernière marche, c'est marqué « This is not a step ». Ceci n'est pas une marche, donc ça le dit. Il ne faut pas s'asseoir dessus, il ne faut pas se tenir debout dessus non plus. Donc, super important, ces deux côtés-là. Pour l'échelle, si on vous demandait la question pourquoi je n'ai pas le droit de monter sur les deux derniers échelons, mais encore une fois, c'est pour ne pas créer un basculement de l'équipement. Le cinquième point, les points d'appui, je vous l'ai dit tantôt un peu, on parlait de s'assurer que aussi que j'installais mon échelle, qu'il n'y avait pas d'éléments glissants sous l'échelle, mais ça revient un peu ici aussi. Donc, s'assurer qu'on a des bons points d'appui, autant au sol que l'élément sur lequel que je vais appuyer l'échelle, qu'on soit sur un sol plat, non glissant, pas incliné, etc., etc. Donc, super important à prendre en considération. Le point 6, ne pas utiliser une échelle portative ni un escabeau sur une plateforme. Donc, pas sur une plateforme élévatrice, pas dans un scissor lift, pas dans un skyjack, peu importe quel équipement vous utilisez, il ne faut pas mettre une échelle, un escabeau dans ce type d'équipement-là. Ici, juste avant de passer à la prochaine slide, on voit souvent les échelles, ils ont des étiquettes sur le côté qui parlent de l'inclinaison à avoir pour respecter la sécurité. Donc, ça m'amène à mon prochain point qui nous demande ici l'inclinaison de l'échelle. Il faut que la base de l'échelle, donc la distance entre le mur et les pattes de mon échelle, soit environ le tiers au quart de la hauteur de mon échelle pour s'assurer d'avoir une bonne inclinaison. Donc, ça, c'est le point à respecter de ce côté. Il faut toujours tenir l'échelle portative, donc toujours qu'elle soit stable, soit l'attacher ou qu'il y ait quelqu'un qui la tienne pour assurer la stabilité de la personne qui est dans l'échelle. Donc, c'est le 8e point. Le 9e point, l'échelle portative doit dépasser d'au moins 900 mm le palier d'appui. Donc, si vous êtes comme vous, 900 mm, moi, ça ne me dit pas grand-chose, mais c'est 3 pieds. Donc, quand on veut accéder à un certain palier, qu'on utilise une échelle comme un moyen d'accès, il faut que j'aie un minimum de 3 échelons qui dépassent le palier que je veux accéder. Donc, 3 barreaux. Donc, quand on garde ça, ça va être plus simple à mémoriser que 900 mm. Donc, assurez-vous d'avoir 3 barreaux qui dépassent le palier que vous voulez accéder. Le 10e point, c'est règles à respecter pour monter, descendre et transporter des équipements dans une échelle. Il faut toujours faire face à l'échelle. Il ne faut pas descendre dos à l'échelle avec des choses dans nos mains. Comme j'ai dit, 3 points de contact, super important à respecter. Il faut toujours faire face à l'échelle quand on monte ou qu'on descend de l'échelle et toujours avoir les épaules centrées à l'intérieur de l'échelle aussi également. Tout ça, ça va nous empêcher de diminuer nos risques de basculement.
Et le dernier point, bien, les règles à respecter avant de déployer, d'utiliser une échelle. Comme je vous ai dit, super important. On parle toujours de ça en santé et sécurité, faire des analyses de risque, mais c'est la même chose avant que j'utilise mon échelle. Je dois regarder mes lieux de travail. J'utilise des choses qui sont glissantes sous moi. Je travaille-tu proche de fils électriques? Des choses à considérer, super important. Je vais même en parler dans ma prochaine diapositive ici. On parle des zones d'approche quand on travaille proche des câbles sous tension. Donc, il y a des distances à respecter, soit 3 mètres, 5 mètres, 8 mètres ou 12 mètres, tout dépendamment de l'énergie qui passe dans ces fils-là. Donc, super important de se référer au code de sécurité de travaux de construction. Vous le voyez ici en rouge, c'est l'article 5.2.1. C'est vraiment dans cet article-là qu'on va pouvoir déterminer c'est quoi la distance que je dois respecter quand je travaille à proximité de fils électriques. Donc, gardez ça en tête. Très important, ces points-là aussi. Donc, si je sais que j'ai énuméré beaucoup de points, puis qu'il y avait beaucoup de choses à mémoriser, mais si on regarde les 4 points principaux qui vont nous permettre de faire, d'utiliser des échelles vraiment en toute sécurité, c'est le point 1, puis vous voyez ici un petit encadré vert dans l'image, c'est d'appuyer l'échelle sur une base qui est solide, autant à la base, donc aux pattes de l'échelle, qu'au niveau supérieur aussi également. Le point numéro 2, c'est de monter les mains libres. Donc, toujours avoir 3 points de contact. Encore une fois, si je veux monter avec des outils, je les accroche après ma ceinture ou j'utilise un système de cordage ou de poulie quand j'accède à mon niveau supérieur. Point 3, on veut dépasser l'appui supérieur d'au moins 900 mm, donc de 3 pieds. Et le dernier point, le point 4, bien, attacher solidement l'échelle ou d'avoir quelqu'un à la base qui tient fermement l'échelle en place. C'est toutes des choses qui vont nous permettre d'exécuter nos travaux en toute sécurité. Donc, ici, des exemples, ici un peu farfelus, des images qui font rire certaines personnes, mais de mauvaises techniques lorsqu'on travaille dans des échelles. On voit ici dans la première image de gauche une personne qui travaille, mais on voit là, c'est clair, il n'y a pas les échelles, je veux dire les épaules à l'intérieur de l'échelle, il est vraiment son centre de gravité est à l'extérieur de la base de l'échelle. Il n'y a pas 3 points d'appui non plus. Donc, vraiment à proscrire ces habitudes de travail-là. L'image numéro 2, ici, on voit un peintre qui est en train de peinturer un plafond. C'est sûr que quand on dit de bien tenir l'échelle en place, ça ne veut pas dire de mettre 3 personnes puis de faire semblant qu'on est comme au Cirque du Soleil ici. C'est vraiment d'appuyer la partie supérieure de l'échelle doit être appuyée sur une base qui est solide, ainsi que la partie inférieure de l'échelle doit être appuyée sur une surface qui n'est pas glissante, qui est stable, qui n'est pas inclinée également. L'image d'échelle à coulisses, c'est juste pour vous dire, quand on utilise une échelle à coulisses, de vraiment s'assurer qu'elle est barrée avant de monter dans l'équipement. D'autres images aussi, je trouvais l'image de droite quand même assez drôle quand on dit d'évaluer l'équipement que j'ai besoin, donc s'assurer qu'on a la bonne longueur d'échelle avant d'effectuer les travaux. On voit ici qu'une personne, malheureusement, n'avait pas choisi la bonne échelle, mais qu'il y avait un bon collègue qui était là pour dire « Hey, je vais t'aider puis je vais tenir l'échelle à bout de bras ». Donc, s'il vous plaît, ne pas faire ces pratiques-là dans votre milieu de travail. Assez ironique d'avoir mis ça à côté du gros titre, les bonnes pratiques de travail, les bonnes techniques, mais... Non, mais c'est qu'on parle de bonnes pratiques et des choses à ne pas faire, là, mais oui, c'est vrai que le titre, on aurait pu le changer, PO. Donc, les bonnes techniques de travail, par exemple, pour les escabeaux, c'est s'assurer que les barres d'écartement sont bien fermés, bien verrouillés. OK? Donc, ici, on dit en position ouverte ou que ça soit barré. C'est ça qui est important. Donc, vraiment, là, les barres vraiment placées à l'horizontale. S'assurer que les barres d'écartement ainsi que l'escabeau lui-même ne sont pas déformés ou endommagés. Donc, on en a parlé tantôt, vraiment important de vérifier, inspecter l'équipement, autant pour peut-être des bris de fabrication ou même une déformation de l'équipement. Je vois certaines personnes des fois sur des chantiers pas être trop délicat avec ce type d'équipement-là. Donc, c'est pas rare de voir des pattes d'échelle, d'escabeau un peu crochis. Donc, vraiment s'assurer que l'équipement est en bon état avant de l'utiliser. Également, d'autres bonnes pratiques de vérifier la stabilité de l'escabeau, de ne pas utiliser les escabeaux, de seulement l'utiliser dans la position qui sont supposés d'être utilisés. Donc, pas utiliser un escabeau comme une échelle, de ne pas se tenir sur la dernière marche,
etc., etc. Donc, vraiment, là, c'est des points à prendre en considération pour ce type d'équipement-là. Et une autre image farfelue ici, puis comme P.O. l'a dit, c'est pas une bonne technique de travail. Mais vraiment ici, les barres d'écartement, on voit qu'ils ne sont pas en position barrée. On a dit que l'équipement doit être au sol ici et sur un genre de table à pique-nique et sur une boîte électrique également. Donc, vraiment là, à proscrire comme technique de travail. Donc, prochaine question interactive. On va en avoir deux tout de suite. Donc, encore une fois, portez-vous au jeu et répondez aux questions. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est utilisez-vous des échelles coulissantes pour accéder à un toit ou un niveau de toit dans votre travail? Donc, je vous laisse un petit 20 secondes à répondre à cette question-là. Puis, P.O., je vais te laisser faire les scores parce que, encore une fois, je ne les vois pas, fait que je vais te laisser le privilège de faire ça. Dès que je les vois apparaître, je vais les partager. J'ai bien hâte. Il y a certains toits, certains bâtiments qui, en effet, c'est un niveau de toit qui va être accessible via une échelle coulissante. Des fois, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'échelle à crinoline ou d'échelle fixe. Là. Puis que l'échelle coulissante, c'est la méthode pour aller sur le toit. Certains propriétaires de bâtiments ne veulent pas d'échelle fixe pour ne pas te donner un potentiel d'accès. J'ai hâte de voir. OK, je vois les résultats ici. Good. Donc, utilisez-vous des échelles coulissantes? Oui, 43. Non, 57. C'est pas mal moitié-moitié. C'est ça, c'est environ ce que tu disais. Oui, c'est ça. Puis, c'est intéressant. Je pense que la suite, surtout le nouveau produit qu'on a développé, ça risque d'être intéressant pour quand même beaucoup de monde, vraisemblablement presque la moitié. Donc, on va être là dans quelques minutes. Excellent. Donc, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous proposer. Je vais lancer la prochaine question interactive, puis par la suite, tu vas pouvoir nous présenter ça, P.O. Donc, La prochaine question, c'est que faites-vous pour sécuriser votre échelle coulissante et empêcher qu'elle glisse? J'imagine que c'est un peu en lien avec ça, P.O., ton produit. Donc, les choix de réponse que vous avez, c'est je l'attache avec un élastique, je l'appose contre une structure ou, pour l'instant, je ne fais rien. Donc, on vous laisse un autre 20-30 secondes à répondre à ces questions. Donc, toi, Pierre-Olivier, c'est quoi que tu vois principalement dans les travailleurs faire? C'est-tu plus d'utiliser un élastique ou juste simplement la poser contre une structure puis d'avoir quelqu'un qui tient l'échelle? J'ai un petit échantillon quand même de méthodes, mais comme citoyen, je garde l'œil ouvert, puis j'ai fréquemment vu juste des échelles à poser au rebord, pas nécessairement à une structure. Puis, c'est ça que je pensais moi aussi, mais en tout cas, c'est ça que moi aussi je vois principalement. C'est bien rare que j'en vois une vraiment attachée avec un élastique ou attachée la partie supérieure, mais j'ai hâte de voir ce que le monde va avoir répondu. Sur un chantier, tu vois, les résultats sont rentrés. Je l'attache avec un élastique, 21 %. Ouais. Je l'appose contre une structure, 53 %. Je ne fais rien, 26 %. Bon. L'élastique, c'est commun, c'est fréquent, c'est une bonne méthode. Je l'ai entendu souvent. Je la pose contre une structure aussi. Réalistement, c'est rapide, puis du sol, tu trouves la structure, tu la cotes. Je ne fais rien, là, c'est sûr que vous exposez quand même à des risques potentiels, puis c'est ça, j'aimerais ça voir c'est quoi, peut-être qu'il y a d'autres techniques, que j'en ai fait rien, peut-être que c'est juste ça n'était pas inclus dans le A et le B, mais j'aimerais ça éventuellement peut-être avoir une discussion avec les personnes qui ont dit C. Ça m'intéresserait de voir c'est quoi, comment ils font pour sécuriser l'échelle. Fait que P.O., sans plus tarder, je te lance la POC pour que tu nous présentes ton nouveau produit. Oui, merci beaucoup. Dans le fond, comme Francis vient d'expliquer, l'utilisation des échelles coulissantes est quand même dangereuse, puis souvent récurrente, surtout quand on parle de techniciens, par exemple, qui vont aller sur les toits fréquemment pour faire des maintenances d'air climatisé ou peu importe, ça peut être des électriciens, ça peut être des gens que c'est leur pain et leur beurre là, de monter, ceux qui ont les échelles sur leur camion. On en voit beaucoup, il y en a toutes sortes.
Comme on a dit plus tôt, il y a un besoin de fixer l'échelle au rebord du toit qui est là, mais qui est dur à rendre réel. Il n'y a pas toujours un parapet, le flashing, si on veut, l'aluminium n'est pas toujours là, il n'est pas toujours de la même façon. Je n'ai pas le bungee est dans le pick-up, il y a toutes sortes de raisons. Souvent, il n'y a pas d'ancrage ou de structure solide où l'accoter, ou du moins la structure n'est pas où est-ce qu'on aimerait monter pour sauver du temps, pour avoir un accès facile. Aussi, la neige, la glace, l'état du sol rendent l'utilisation difficile. Puis, malheureusement, il y a toujours un aspect productivité versus sécurité. Comme dans plein de domaines, c'est plus long de travailler de façon sécuritaire, c'est certain. Fait, ce qu'on est arrivé à, c'est le stabilisateur d'échelle coulissante. Vous voyez un peu dans l'image ici, on l'a développé avec un des leaders en climatisation au Québec qui, eux, avaient une problématique pour leurs propres techniciens. Puis, ça a pris quand même un petit peu d'ampleur, puis on l'a fait avec SPI. C'est un beau travail là, qui, je pense qu'on est en train de faire avec ça. C'est un système qui s'installe rapidement et sans perforation. Comme tous nos produits, il n'y a pas d'ancrage au toit. Ça s'installe sur tous les types de toits plats, avec ou sans parapet. C'est un système très flexible. Donc, il va fixer l'échelle et la stabiliser en même temps. Vous allez voir dans la prochaine diapo. Puis en haut, une fois arrivé au toit, ça crée un garde-corps de 10 pieds. Donc, l'image de gauche ici, on voit les deux crochets. Donc, à l'avant du système, on a deux crochets dans lesquels vous allez accrocher l'échelle. Une fois rendu en haut de l'échelle, le travailleur va pouvoir agripper les arceaux, comme vous voyez dans l'image de droite, puis pouvoir sortir de l'échelle, si on veut, de façon très, très ergonomique et très sécuritaire. Une fois à l'arrivée sur le toit, prochaine slide, dans le fond, à gauche, on a un garde-corps de 10 pieds qui va diriger le travailleur vers l'intérieur du toit. Tous ces matériaux-là sont conçus de façon pour être durables. Donc, ça peut être pour une installation permanente ou temporaire, mais ça peut très bien devenir le point d'accès sécuritaire pour ce bâtiment-là qui n'a pas d'échelle fixe. Il y a toutes sortes de gens qui vont aller sur le toit de l'école, par exemple. Il y a, oui, les gars de climatisation, le concierge, je ne sais pas, un couvreur qui va avoir des réparations. Avec un système comme ça, tout le monde va pouvoir utiliser ce dispositif-là avec une échelle puissante, puis enfin accéder au toit de façon sécuritaire. Ça s'installe sur toi avec ou sans parapet. C'est quelque chose de vraiment, vraiment flexible. Good. Parfait, Pierre-Olivier. Moi, je trouve ça super, surtout avec les résultats qu'on a eus tantôt, qu'il y avait quand même un assez gros pourcentage de personnes qui n'avaient pas d'échelle fixe sur leur lieu de travail et qui utilisaient des échelles coulissantes. Mais je pense que, comme tu dis, tu l'as vraiment bien expliqué, là, maintenant, il n'y a plus vraiment d'excuses. Il y a comme un produit qui existe, qui va vraiment sécuriser le travailleur. Puis quand il va être dans la zone de danger de chute en sortant de l'échelle, il va être protégé par un système de garde-corps. Fait que je trouve ça super intéressant, super cool que vous avez développé ce beau produit-là. Good. Donc, pour finir, on va vous donner des conseils sur la manutention des échelles et des escabeaux. Donc, idéalement, le transport de ces équipements-là devrait être fait par deux personnes, mais on sait que souvent, ce n'est pas possible, puis qu'on travaille tout seul, puis qu'on n'est pas toujours deux à travailler ensemble. Donc, si on est à le faire seul, vous voyez une image, c'est important de porter l'équipement à l'épaule avec un bras engagé entre les montants, comme ça ici, puis qu'on aille la partie avant baissée pour éviter de heurter des obstacles en hauteur. Donc, ça nous donne aussi un meilleur champ de vision de savoir c'est où qu'on s'en va, puis pas d'accrocher des choses qui sont en hauteur, des lumières, des objets, peu importe. Puis aussi, très important, de ne pas pivoter brusquement. On a une échelle avec nous. On couvre beaucoup de distance avec cette échelle-là. Donc, si on décide de tourner, on risque d'accrocher plusieurs objets, plusieurs personnes, accrocher des murs. Fait que juste de ne pas faire de mouvement brusque, de pivoter brusquement quand on transporte l'échelle, quand même important. Et des conseils pour la manutention en deux, donc c'est de se placer du même côté. Des fois, on va du monde placer d'un côté et de l'autre, mais vraiment, la bonne pratique, c'est d'être les deux placés du même côté, d'être positionné le plus près des extrémités. Donc, un au devant de l'échelle, un devant, un à l'arrière de l'échelle. Donc, d'être deux de ce côté-là et de marcher au même rythme. Donc, essayez de se trouver un code avec votre collègue pour dire, bon, on va suivre telle cadence, puis vraiment de garder le même rythme. Ça serait quand même important à faire.
Puis un peu le point D, ça vient un peu renchérir sur le point C, donc s'entendre sur un code manuel ou vocal. Donc, on pourrait dire c'est quoi la cadence de marche, puis aussi si je veux m'arrêter, exemple que je suis avec PO puis qu'on déplace une échelle, puis que moi je suis en avant, ben si je m'apprête à arrêter, ce serait important que lui aussi sache que je vais m'arrêter pour pas que lui continue à marcher puis que finalement on échappe l'échelle ou qu'on fonce dans un objet ou dans un travailleur ou une personne. Puis les bonnes pratiques pour ça, le A2, ben, c'est user une prudence en traversant les portes, les passages et tous les endroits où la visibilité est réduite. Donc, encore une fois, c'est sûr qu'on transporte quand même un gros objet qui peut être encombrant. Donc, de juste faire preuve de vigilance dans ces endroits-là, c'est quand même très important. Et de s'assurer que les plans mobiles d'une échelle coulissante soient verrouillés et que les cordes soient bien attachées quand on la transporte. Donc, en résumé, donc c'est déjà la fin du webinaire. Il reste seulement 5 minutes. Donc, en résumé, c'est quoi les points qu'on a abordés aujourd'hui? C'est toujours évaluer le besoin. Comme j'ai dit, c'est la base de la santé et sécurité. Donc, ça va nous permettre de déterminer c'est quoi l'équipement que j'ai besoin, la grandeur de l'échelle, si c'est une échelle en aluminium, en fibre de verre que j'ai besoin. Ça va vraiment nous permettre de répondre à plusieurs questions. Comme j'ai dit, ça va nous permettre de choisir le bon équipement. Il faut inspecter les équipements avant de les utiliser et d'utiliser adéquatement l'équipement. Souvent, dans le guide du fabricant, ça va être marqué les bonnes pratiques avec l'équipement que vous venez d'acheter. Mais malheureusement, le monde les jette souvent ces guides du fabricant-là. Donc, ce serait important de les lire ou, à la limite, de les garder en référence dans votre lieu de travail. Donc, je lance la période des questions. PO, je ne sais pas si tu vois les questions que les personnes auraient écrites. Moi, j'ai sur ma plateforme de webinaire, il y a eu un certain bug et je ne suis pas capable de voir les questions que le monde a écrites live là, en ce moment. Ah, il y en a une qui rentre ici. Oui. Doit-on faire des plans d'ingénierie avant d'installer? OK. Bon, je ne sais pas si ça s'adresse aux échelles fixes ou aux garde-corps. Bon, je peux peut-être parler de garde-corps rapidement, puis tu parleras des échelles. Nous, dans le fond, là, nos garde-corps, ils sont pré-testés, donc testés en usine. Les configurations sont pré-certifiées. Donc, on a cette assurance-là. Par contre, si vous voulez avoir des plans d'ingénierie ou des plans d'atelier, comme on dit, certifiés, on peut en faire. Là, pour la certification, il y a un coût additionnel, mais c'est très fréquent, on en fait souvent. Donc, pour ce qui est des garde-corps, c'est pas obligatoire, c'est au choix du client, mais nous, on peut l'offrir. Mais c'est la même chose avec les échelles fixes, PO. Les échelles fixes, oui, il y a un ingénieur qui doit se porter puis qui doit faire un plan d'ingénierie pour l'échelle fixe. De un, il faut qu'il y ait un relevé technique de savoir où c'est qu'on va boulonner l'échelle. As-tu la capacité de retenir un travailleur et les outils et tout? Donc, non, c'est du côté des échelles fixes, c'est nécessaire. Puis même, je dirais que je recommanderais que l'inspection aussi de ces équipements-là, si vous voulez faire la bonne pratique, vous pouvez faire l'inspection annuelle, mais en même temps que vous faites l'inspection de vos points d'ancrage, mais l'ingénieur pourrait ou la personne qui s'occupe de faire l'inspection pourrait inspecter les gels fixes aussi également. Fait que merci pour la personne qui a écrit cette question-là. Super intéressant. J'ai une autre question ici qui vient d'apparaître. C'est est-ce qu'il existe une norme ou des règles concernant les échelles de cordes, donc descendre dans un puisard? Je ne sais pas si l'échelle, vous vouliez dire une échelle à coulisses. Ben oui, dans le RSST, je pourrais prendre votre question. J'ai la personne qui s'occupe du webinaire ici qui va avoir vos coordonnées. Je serai capable de vous envoyer une réponse plus détaillée à votre question. Donc oui, il y a des articles du règlement du RSST, du Code de sécurité de travaux de construction qui parlent justement de ces échelles-là. Donc, je vais pouvoir vous envoyer ça dans les plus brefs délais. Et une dernière question. Donc, nous avons un bâtiment patrimonial et nous ne voulons pas voir les garde-corps. Avez-vous un garde-corps rabattable? Donc, Théo, je te lance la balle. Oui, je vais la prendre. C'est une super bonne question qu'on a à l'occasion. Nous, on ne fabrique pas de garde-corps rabattable. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, quand vous allez rabattre le garde-corps, il n'y aura plus de protection. Donc, pendant cette opération-là, les travailleurs vont devoir être protégés. L'autre, donc, tu sais, si l'idée d'un garde-corps, c'est une protection collective qui est toujours en place, à l'inverse de points d'ancrage, qui est une protection individuelle, le fait de devoir demander à un travailleur de le remonter à chaque fois, ça défait un peu le sens.
Je comprends quand même l'utilité dans votre application. Nous, ce qu'on offre pour ça, c'est qu'un de nos garde-corps, le classique, peut s'installer en angle, donc il est moins visible du sol. Ça va me faire plaisir de regarder ça plus en détail avec vous. Là. Les gens chez SPI vont pouvoir nous mettre en contact sans problème. Good, excellent. Bon, ben, je vois d'autres questions qui rentrent. Comme que j'ai dit, on vient déjà d'arriver à la date, au temps limite du webinaire. Donc, je vais m'assurer personnellement qu'on réponde vraiment à toutes vos questions par courriel. Donc, je remercie vraiment beaucoup tout le monde de votre participation. Comme que je vous ai dit au début, on va vous envoyer un sondage en lien avec ce webinaire-là. Donc, s'il vous plaît, gênez-vous pas. Écrivez tous les commentaires que vous voulez. Nous autres, ça va nous rendre super heureux, ça va nous permettre de nous améliorer. Je lance également l'invitation pour notre prochain webinaire qui va être sur la protection des yeux. Le webinaire va avoir lieu le 17 juin 2020. Super important, la protection contre les yeux. C'est quand même un grand pourcentage des blessures qu'on a sur notre milieu de travail. Donc, je vous invite tous à ce webinaire-là. Et également, ben, PO, j'aimerais ça te remercier de ton temps, de ton expertise. Je pense que les personnes ont très apprécié, puis vraiment, wow pour les produits. C'est vraiment des produits de qualité, puis je suis vraiment content de vous compter parmi nos produits qu'on peut recommander à nos clients. Donc, encore une fois, merci à tout le monde. Si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, on est toujours là pour vous. Donc, soyez prudents, passez une excellente journée et un excellent début d'été. À la prochaine tout le monde. Au revoir.